Hey, salut mes chers abonnés! Je suis vraiment content d'être avec vous pour ce troisième épisode spécial pour les abonnés du podcast. Je vous remercie pour votre soutien, c'est vraiment motivant de savoir que vous croyez en mon projet. Merci, merci, je vous le dirai jamais assez. On est rendu à 13 abonnés, donc merci aux 9 nouveaux abonnés du dernier mois, soit Max, Abian, William, Catherine, Karine, Joe, Pierre, Alex et Fanny. Je sais pas s'il y a des noms qui n'ont pas rapport parce que des fois j'ai juste votre adresse courriel, mais vraiment merci beaucoup. Sans plus tarder, je réponds aujourd'hui à 4 questions, donc on commence avec la première question. Cette question-là vient de Catherine qui m'a écrit Allô, encore un excellent podcast hier, merci Catherine. Je voulais dire que j'ai enfin acheté ma première part de FNB. En fait, j'ai suivi ton conseil d'y aller avec des petits montants au départ. J'ai donc acheté 3 FNB, VEQT, VDY et ZSP. Elle dit si à un début je vais continuer à contribuer un petit montant aux 2 semaines, avec le temps je vais pouvoir en investir davantage. Elle se demandait s'il fallait calculer la répartition des FNB comme les actions. Elle se demandait est-ce que ça prend un minimum un certain pourcentage en actions canadiennes dans nos FNB. Sais-tu justement où on peut trouver ce genre d'informations? J'ai peut-être mal cherché sur Disnat aussi. Encore merci, je suis ton podcast sans faute tous les mardis. Donc elle se questionne, est-ce que ça prend un certain pourcentage en actions canadiennes dans les FNB? Je lui ai répondu, j'ai comparé ces 3 FNB. Donc le FNB VEQT, c'est un FNB tout en un qui a plus de 3000 compagnies à travers le monde. Elle a un frais de gestion de 0,24% et le rendement depuis 3 ans est à peu près de 10%. Et sa répartition, c'est à peu près 43% américain, 30% canadien, 20% international et 7% marché émergent. Si on regarde VDY, c'est un autre produit de Vanguard, c'est Canadian High Dividend Yield Index, donc des actions, un indice qui suit des actions canadiennes avec des dividendes élevés. Le frais de gestion est de 0,22%. Les rendements passés sur 10 ans est à peu près de 9%. C'est 100% canadien, dont 57% dans le domaine des finances et 26% dans le domaine de l'énergie. Donc au Canada, on n'est pas très diversifié dans les secteurs. Et enfin, le dernier, c'est ZSP. Donc le frais de gestion est à 0,09%. C'est un FNB qui suit le SP500. Donc c'est 100% américain et le rendement sur 10 ans est de 15%. Donc en gros, ce que j'ai répondu à Catherine, c'est qu'elle est 100% action. C'est bien si ça correspond à son horizon de temps et à sa tolérance au risque. Je lui disais qu'elle surpondérait un petit peu le SP500 parce qu'elle n'avait dans son VEQT et dans son ZSP, mais je disais que c'était ok, c'est des grosses performances dans les dernières années, donc à voir si elle souhaite garder cette surpondération-là. Et je disais aussi qu'elle surpondérait beaucoup le Canada avec VDY, alors que le Canada est déjà beaucoup représenté dans VEQT. À réfléchir, j'ai demandé si elle était à l'aise avec ça. J'irais peut-être avec une répartition genre 60% VEQT, 30% avec ZSP pour le SP500, puis 10% VDY. Au lieu d'être 33, 33, 33. Donc, bien sûr, c'est jamais des conseils, c'est vraiment de la discussion et de la réflexion. Faut croire que j'avais pas bien répondu à Catherine quand j'ai répondu ça parce qu'elle me réécrit. Elle dit, OK, je me reprends. En fait, il n'y a pas de limite en pourcentage sur la quantité d'actions canadiennes de notre portefeuille. Si quelqu'un veut mettre tous ses placements en actions américaines, est-ce qu'il y a le droit ou il y a des conséquences fiscales? Est-ce qu'on pourrait mettre finalement tous nos investissements à l'étranger où on est obligé d'avoir du canadien? Elle dit qu'elle se pose cette question-là parce qu'il y a des fonds communs de placement. Elle a des fonds communs de placement avec un conseiller chez Industriel Alliance. Puis quand elle a fait la révision de son dossier, il a dit qu'il fallait ajouter un pourcentage d'investissement le Canadien pour respecter le pourcentage maximal. Donc elle avait l'impression qu'il y avait une limite. Genre au Canada, on doit avoir au moins 30% d'actions canadiennes. Elle se demandait s'il y avait une réglementation. Donc j'ai dit non, ça doit être plutôt une stratégie d'investissement que tu avais déterminée avec ton conseiller puis qui veut la respecter. Donc, au départ, moi, personnellement, j'étais 100% américain dans mon placement. Vous l'avez vu avec mes REER et mes CELI qui étaient individuels au départ. Donc, j'ai dit qu'elle peut être à 100% dans n'importe quel pays. Le seul désavantage, c'est au regard des dividendes. Donc, les dividendes dans ton CELI vont être imposés à 15% de mémoire, là, c'est à peu près 15%, si ces dividendes-là sont gagnés ailleurs. Donc, si tu fais 100 pièces avec une action américaine en dividendes, tu vas seulement recevoir 85% dans ton compte. Le 15% va être enlevé à la source. Pour le REER, tout est beau aux États-Unis, donc t'es pas imposé sur tes dividendes, donc il n'y a aucun impact fiscal, mais je sais pas s'il y a des ententes similaires avec les autres pays que les États-Unis. Deuxième question, aussi de Catherine qui était en feu cette semaine-là. Elle dit juste une petite question sur la notion de rapport court-bénéfice. Dans le livre, notamment de Bernard Mounet, que j'ai résumé précédemment dans le podcast, il disait qu'il suggérait de ne pas aller avec un ratio plus élevé que 15. Elle se demandait donc si c'était valable de regarder le ratio court-bénéfice avec des FNB. Elle disait qu'elle avait vu cette information-là dans les différents fonds, puis elle se demandait si c'était aussi utile en fait lorsqu'on évalue un FNB que lorsqu'on évalue une compagnie. Je lui disais que pour un FNB plus niché,
peut-être que ça vaut la peine. Exemple, tu as un FNB sur l'intelligence artificielle, peut-être que tu peux le choisir lorsque le ratio court-bénéfice est plus bas. Par contre, pour des FNB indiciels, donc ceux qui m'intéressent moi dans ma stratégie d'investissement, ils représentent tous le même indice. Donc, le ratio court-bénéfice doit être quasi identique. Donc, quand je dis court-bénéfice, c'est PE ratio, le Price Earning Ratio. À ce moment-là, le ratio, c'est pas un critère de sélection pour un FNB indiciel, selon moi. Ce que ça pourrait permettre de savoir, c'est si c'est un moment intéressant pour acheter le FNB. Donc, par exemple, si le ratio actuel est plus bas que la moyenne des 5 dernières années, mais ça peut peut-être indiquer un moment d'achat intéressant pour ce FNB-là. Je rappelle toutefois que personnellement, j'essaie pas de timer le marché. J'investis plutôt un montant X chaque mois dans un FNB indiciel, peu importe le coût actuel. Donc, je lui disais, c'est à elle de voir ce qui lui convient. Donc, en résumé, pour moi, le ratio court-bénéfice n'est pas pertinent lorsqu'on achète un FNB passif indiciel. Pour moi, il faut plutôt comparer le rendement de ce fonds-là, le rendement passé sur 5-10 ans et également les frais de gestion. Question numéro 3, la question de Samuel. Samuel m'écrivait « Salut, premièrement, merci, très intéressant comme podcast. » Et il est rendu à l'épisode 15 en une semaine seulement. Wow, 15 épisodes en une semaine. Good job, Samuel. Il disait qu'il venait juste de finir l'école à l'Université de Sherbrooke. Yeah, vive Sherbrooke! Et il se demandait donc qu'est-ce qu'il devait faire avec sa dette étudiante et son argent qui commence à rentrer toutes les semaines avec son travail. Il dit que c'est un peu grâce à cette question-là qu'il est tombé sur mon podcast et que maintenant, son intérêt envers ses finances grandit et qu'il se compte se lancer dans l'investissement autonome à petite dose, évidemment, pour commencer, tout en remboursant ses dettes. Donc, il dit, suite à cette longue intro qui était pas si longue, j'en ai des plus longues des fois, il y a 2 questions pour moi, je vous pose la première immédiatement. Il dit, comment choisir si je rembourse ma dette étudiante avant d'investir? On entend tout le monde dire qu'il faut commencer à épargner le plus tôt possible, mais présentement, ma dette est à 7% d'intérêt. Je l'arrête tout de suite, il y a une différence entre épargner et investir. Il dit que c'est beaucoup pour un prêt étudiant et qu'il est tenté de la rembourser avant, donc il est un petit peu dans le néant par rapport à tout ça. Bon, je disais merci pour tes bons mots et félicitations de prendre en main tes finances dès ta sortie de l'université. Tu commences tôt, c'est bien. Donc pour sa question, je disais que si sa dette est actuellement à 7%, je rappelle que c'est pas un conseil, juste mon opinion personnelle. Je l'invite à consulter un professionnel s'il en ressent le besoin. Moi, ce que je ferais, c'est que je rembourserais la dette avant d'investir. Le rendement moyen du marché boursier depuis le passé historique est à 7-8%, mais dans le contexte actuel, je rembourserais ma dette pour bien dormir et ensuite, je continuerai à épargner et à investir le même montant, mais maintenant dans un CELI ou un REER une fois que la dette va être remboursée. Ma réponse est donc simple, je rembourse la dette. Quelqu'un pourrait argumenter que dans ton CELI, tu pourrais faire plus que 7%, mais bon, c'est à toi de voir, faire plus que 7% avec des FNB passifs indiciels, ce que je suggère de faire pour commencer, c'est pas automatique. Tu peux peut-être y aller 50-50, donc la moitié de l'argent que tu as disponible dans ton FNB passif indiciel, dans ton CELI, et l'autre moitié sur ta dette étudiante. Question numéro 4, c'est la deuxième question posée par Samuel. Il disait que ça faisait 3 mois qu'il avait un nouvel emploi et on lui proposait une cotisation au REER avec le fonds FTQ avec une contribution de son employeur. Il disait qu'il avait cru comprendre que le fonds FTQ a des frais de gestion standards, donc 1,5 à 2%, mais il se demandait si c'était quand même pas intéressant grâce au crédit d'impôt additionnel. Il disait désolé pour la longue question, c'est correct. Donc, pour répondre à Samuel, je disais oui, tu dois cotiser au maximum dans tes REER avec ton employeur s'il contribue à part égale ou en partie. Même si tu n'avais pas le retour d'impôt FTQ, pour moi, contribuer lorsque l'employeur accote ta contribution, c'est un must, là, c'est un no-brainer. Si c'est pas le cas, donc si ton employeur accote pas ta cotisation, ce que je pense pas que c'est le cas, je pense que toi il l'accote, mais là on va pouvoir s'en reparler, mais mes calculs montrent que c'est plus avantageux d'investir par soi-même que d'investir soi-même dans la FTQ. Ce que je veux dire, c'était pas clair, c'est mieux d'investir soi-même dans d'autres véhicules de placement que la FTQ plutôt que d'investir soi-même dans la FTQ. La seule différence, c'est si ton employeur accote ta cotisation, ben là ça devient beaucoup plus intéressant, même si c'est avec la FTQ. Mes calculs montrent ça, mais j'ai lu beaucoup de livres qui disaient le contraire. Donc, je vais en parler davantage dans de futurs épisodes, notamment dans l'épisode numéro 4 des abonnés, où je vous montre le calcul, où je vais faire la différence entre FTQ ou un CELI dans VEQT, par exemple. Ok, je vous ai menti. J'avais dit 4 questions, mais on va en faire 6, parce que je vois que l'épisode est peut-être même moins que 10 minutes, donc je vais rajouter 2 questions sur le fly. Donc, j'ouvre mon document de questions de l'auditoire. Je vois que j'ai une autre question, justement, Catherine. Mais Catherine, tu vas avoir le tour du chapeau. 3e question.
Elle me demandait, elle dit qu'elle pouvait me poser une question peut-être un peu niaiseuse, mais ben c'est elle qui disait ça, c'est pas moi. C'est elle qui m'écrit mot pour mot. Je peux te poser une question peut-être un peu niaiseuse. C'est pas moi qui ai dit ça, inquiétez-vous pas. Je respecte mon auditoire. Donc elle dit qu'elle était avec Disney, donc elle avait commencé à investir de façon passive avec des FNB, mais son compte CELI est en canadien. Donc sur Disney, tu as l'option d'ouvrir deux types de comptes, canadien et américain ou un des deux. Donc elle me demandait si elle voulait acheter des actions américaines. Elle se dit ça doit prendre un compte en US, donc CELI US par exemple sur Disney. Donc mettons que sur sa liste de surveillance, elle avait acheté du Moderna ou du Intel qui se négocie à la bourse de New York, mais pour acheter ces actions-là, est-ce que je peux le faire avec un compte canadien ou je dois le faire avec un compte américain? Donc ce que j'ai répondu, c'est il existe des manières. J'ai plus le terme, mais je n'avais entendu parler. Il existe des manières d'acheter des actions américaines sur des comptes canadiens, mais il y a des frais associés à cette transaction-là avec la méthode qui existe, là, que j'ai oublié le nom. Par contre, la réponse simple, c'est oui, pour acheter des actions américaines, comme moi je fais par exemple dans mon CELI américain avec Meta, Regeneron Pharmaceuticals, Medifast et ainsi de suite, ben je me suis ouvert un compte CELI US sur Disney. De plus, je me rappelle pas si c'est Catherine. C'est toi, Catherine. On se parle comme je te parlais, mais je me rappelle plus si avec Disney. En fait, je m'en rappelle, mais je me rappelle plus si c'est toi qui m'avais dit ça, mais j'ai entendu récemment quelqu'un qui se questionnait si j'ai un compte US et un compte canadien pour éviter les frais. Donc sur Disney, il y a des frais quand t'as pas un tel montant ou que tu fais un nombre de transactions X. Et c'est important de savoir que si vous avez un compte canadien et un compte US, vous n'avez pas besoin, exemple pour votre CELI, vous n'avez pas besoin d'avoir le montant minimum dans les deux comptes. Il suffit d'avoir le montant minimum sur l'ensemble de vos comptes Disney. Donc, si c'est ça qui vous empêchait de vous ouvrir un compte canadien et US, sachez que vous pouvez ouvrir les deux types de comptes. Et même si votre compte US est vide, ben vous n'avez pas de frais si votre compte canadien respecte des limites de base pour éviter ces frais-là justement sur Disney, par exemple. Enfin, la sixième question, c'est plutôt un commentaire. J'ai eu cette idée-là après l'écoute d'un podcast, donc quand j'apprends quelque chose maintenant de nouveau dans un podcast, c'est rare, donc je dois le partager. Via QT, bon ben, il y a des frais pour le tout en un qui sont de 0,24%. Et le gars qui est invité sur le podcast est un gars de Vanguard, et le gars du podcast lui a posé la question, est-ce qu'on doit utiliser VEQT ou plutôt les FNB qui sont sous-jacents à VEQT pour sauver certains frais de gestion? Le gars disait que ça changeait pas grand-chose, mais je suis quand même allé faire mes calculs. Donc, dans VEQT, il y a 4 FNB. Donc, quand vous achetez le panier VEQT, vous achetez 4 FNB. VUN, qui est l'indice américain, VCN, qui est l'indice canadien, VIU, qui est l'indice international, et VEE, qui est l'indice des marchés émergents. Lorsqu'on calcule les frais de gestion de ces différents FNB-là selon leur pondération dans VEQT, on arrive à des frais de gestion de 0,15%. Donc, si vous prenez les 4 FNB sous-jacents à VEQT, au lieu de payer 0,24% de frais de gestion, vous en payez 0,15%. Donc, environ 0,09% de frais de moins. Bon, je me suis posé la même question que vous. C'est quoi les impacts de cette différence-là sur 30 ans, par exemple? Donc, j'ai fait le calcul avec un placement de 50 000 $ dans lequel on ajouterait 5 000 $ par année avec un rendement moyen de 7%. Si vous y allez avec VEQT, vous arrivez à un montant de 836 000. Si vous y allez avec les 4 FNB, puis qu'on va dire que le rééquilibrage est fait de façon assidue, avec des frais de 0,15%, vous arrivez à 853 000 $. Donc, vous avez 17 000 $ de plus dans vos poches après 30 ans, soit environ 500 $ par année si vous allez avec 4 FNB. Donc là, c'est à vous de voir, est-ce que vous y allez pour la simplicité ou le rééquilibrage pour 500 $ par année? À vous de voir. Mais dans le podcast, le host du podcast demandait, en fait, lui disait qu'il utilisait les 4 FNB sous-jacents parce qu'avec un portefeuille plus gros, ça avait davantage d'impact. Donc, j'ai fait le calcul pour voir la différence avec une variance de 0,09% entre les deux scénarios. Sur 15 ans cette fois-ci, parce que souvent quand on a un plus gros portefeuille, il nous reste moins de temps parce qu'on a déjà profité de plusieurs années pour faire grossir ce portefeuille-là. J'ai mis le placement initial à 500 000 avec un ajout de 15 000 par année et le rendement moyen de 7% moins les frais de gestion de chacun des scénarios. Pour VEQT, on arrive à un montant total d'1 737 000 et pour les 4 FNB, 1 760 000. Donc on se retrouve avec 23 000 $ de plus dans nos poches si on utilise les 4 FNB.
Ça donne environ 1500$ de plus par année dans vos poches si vous y allez avec votre propre rééquilibrage et vous perdez ce montant-là par année si vous optez pour la simplicité de VEQT. Qu'est-ce qui est le mieux? Bien, ça dépend si vous voulez la simplicité qui vous permet d'avoir la tête ailleurs ou bien si vous êtes plus avancé et vous aimez gérer ça avec un plus gros portefeuille, bien, vous pouvez maximiser vos rendements au maximum en allant chercher les 4 FNB. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça de mon côté pour les différents comptes que je gère? Je sais pas trop. J'aime ça la simplicité quand même parce que je gère quand même les comptes de mes filles, de ma blonde, les miens. Et le fait de ne pas rééquilibrer aussi vite qu'eux aussi chaque mois pourrait peut-être changer les chiffres. Donc si, exemple, l'indice américain prend plus de place dans mes FNB que je gère moi-même, puis que je le rééquilibre pas assez vite, puis que le marché américain fait encore plus de rendement, mais peut-être que je vais battre, mais le chiffre sera encore plus, la différence sera encore plus grosse avec VQT. Et l'inverse est aussi vrai. Si l'indice américain fait pas bien, puis que j'en rachète pas alors que le prix est plus bas, puis qu'il remonte, alors que ça a été fait dans VQT, ben peut-être que là, mes rendements seraient encore, la différence serait plus petite entre les 4 FNB et le FNB de VQT. Donc, honnêtement, j'ai fait le calcul avec mes chiffres actuels sur 30 ans, puis je perds environ 50 000$ sur 30 ans si je prends juste VQT. Ça représente 2% de mon portefeuille final avec mon CELI. Donc, j'hésite. Honnêtement, je me pose la question, est-ce que je reste avec VQT pour la partie passive de mon CELI, ou si j'utilise les 4 FNB puis que je rééquilibre moi-même leur pondération. J'ai pas la réponse en ce moment. Oubliez pas que cette question-là a été ajoutée à brûle pour point aujourd'hui. Donc, vous le verrez dans mes prochains bilans, ce qu'il en est, mais je suis bien content d'avoir ces chiffres devant moi pour voir réellement la différence entre un FNB tout en un VQT et l'utilisation des 4 FNB qui sont sous-jacents. Donc voilà, c'est tout pour ce 3e épisode des abonnés. N'hésitez pas à me poser vos questions, elles sont prioritaires pour les prochains épisodes, mais n'oubliez pas de me dire quand vous m'écrivez que vous êtes abonné. Encore une fois, un gros merci pour votre soutien, ça me touche vraiment et ça me motive à continuer. Donc on se dit à la mardi prochain pour le prochain épisode régulier. Bye bye tout le monde.